J'ai égorgé mon meilleur ami d'un geste précis, comme on tranche une veine saignante dans un abattoir parisien, et j'ai souri en voyant son sang se mêler à la pluie sur les pavés de Montmartre. Ce n'était pas de la haine pure, non, mais une dette que la France elle-même m'avait imposée, celle de porter les crimes des autres pour que les leurs brillent d'un éclat immaculé. Et maintenant, alors que les sirènes hurlent au loin, je sais que ce n'est que le début, parce que venger un secret volé vaut bien une vie, et la mienne en compte déjà 3. Après mes études, j'ai placé discrètement l'héritage de 3 millions d'euros de mes grands-parents dans un trust anonyme, niché dans les méandres bancaires de la Suisse voisine, loin des regards inquisiteurs de Paris. J'étais alors un jeune homme de 25 ans, frais émoulu de Sciences Po, avec l'odeur de l'herbe mouillée des Tuileries encore collée à mes semelles. Mes grands-parents, ces ombres bourgeoises de Neuilly-sur-Seine, avaient amassé cette fortune dans le commerce du vin, du Bordeaux corsé, du genre qui laisse un arrière-goût de terre et de regret. Ils étaient morts dans un accident de voiture sur l'autoroute A6, un soir d'orage en 2015, laissant derrière eux non seulement l'argent, mais un vide que j'ai comblé en me jurant de ne jamais le dilapider. Pas pour le luxe, non. Pour la sécurité. Pour un avenir où personne ne pourrait me trahir. C'était avant que je rencontre Élise. Elle était serveuse dans un bistrot du Marais, avec des cheveux châtains qui cascadaient comme la Seine en crue, et un rire qui faisait oublier les grèves du métro. Nous nous sommes aimés vite, follement, dans les mansardes étroites du quartier latin, où l'amour français se nourrit de vin rouge et de disputes philosophiques sur Sartre. Elle étudiait la littérature à la Sorbonne, rêvait d'écrire un roman sur les fantômes de la Révolution. Moi, je travaillais comme analyste junior dans une firme de conseil fiscal, traquant les failles des riches pour les aider à s'enrichir encore plus. C'était ironique, cette vie, protéger l'héritage des autres alors que le mien dormait en Suisse, intouchable. Mais Élise avait un frère, Victor. Ah, Victor. Ce nom seul suffit à faire grincer mes dents, comme un verre de Calvados trop âpre. Il était avocat pénaliste, un de ces requins du palais de justice qui défendent les intouchables, politiciens corrompus, banquiers véreux, et même, un jour, un ministre impliqué dans l'affaire Cahuzac. Victor était charmant, avec son sourire de loup et ses costumes sur mesure de chez Lanvin. Il m'a accueilli comme un frère dès le début, m'invitant à des dîners dans sa villa de Saint-Germain-des-Prés, où le foie gras coulait à flots et les conversations tournaient autour des scandales du canard enchaîné. « Toi et moi, on est pareil, Alexandre », me disait-il en me tapotant l'épaule. Des gardiens de secret. Les autres paient pour qu'on les enterre. Je n'ai pas vu venir la trahison. Pas au début. C'était subtil, comme la brume qui monte de la Loire un matin d'automne. Victor avait des dettes massives, englouties dans des paris sur les courses de Deauville et des investissements foireux en crypto-monnaie. Élise m'en avait parlé un soir, en pleurs, dans notre petit appartement de la rue de Birague. Il va nous ruiner, Alex. Il a déjà hypothéqué la maison familiale. J'ai écouté, tenu sa main, et juré de l'aider. Pas avec mon argent, non. Ce trust était mon bouclier, ma forteresse. Mais avec mes contacts. J'ai arrangé un prêt discret via un collègue de la firme, une somme modeste de 200 000 euros, à rembourser en 6 mois. Victor m'a serré dans ses bras, les yeux humides. Tu sauves la famille, frangin. Les mois suivants furent un tourbillon. Élise et moi parlions mariage, de voyage en Provence pour cueillir des lavandes sous un soleil impitoyable. Victor, lui, remontait la pente, affaire gagnée au tribunal, client triomphant. Il m'invitait à des soirées privées dans les salons feutrés du Ritz, où les verres de champagne pétillaient comme des mensonges. C'est là, lors d'une de ces nuits, que j'ai entendu le premier craquement dans la façade. Un client de Victor, un industriel du Nord, buvait trop et laissait échapper des bribes. Ton frère est un génie, Alexandre. Il a fait disparaître des traces que même la DGSE n'aurait pas trouvées. Je ris, pensant à une venterie d'ivrogne. Mais le doute s'insinua, l'empoison. Puis vint l'audit. Ma firme, routine oblige, vérifiait les comptes d'un trust similaire au mien, un de ces labyrinthes fiscaux suisses. Et là, dans les rapports, un nom, Victor Duval. Mon beau-frère avait utilisé mes informations, ces conseils amicaux, que je lui avais donnés lors de nos dîners arrosés, pour détourner des fonds. Pas les miens, pas encore. Mais il avait imité la structure de mon trust pour cacher 1,2 million d'euros volés à ses clients. Quand la police financière frappa à sa porte, ce fut un ouragan. Les journaux titraient « Affaire Duval, l'avocat qui volait les voleurs ». Élise pleurait, suppliait « Il est innocent, Alex. C'est un complot ». Je crus en elle. J'étais un idiot romantique, nourri aux illusions de Balzac. Je plaidais sa cause auprès de mes patrons, falsifiais même un rapport pour atténuer les preuves. Victor fut relâché sous caution, et en échange, il me promit la lune, je te rembourserai tout, et plus. Tu es de la famille. Mais la nuit où il disparut,
emportant avec lui les bijoux d'Élise et un chèque falsifié sur mon compte. 500 000 € prélevés de mon trust via un accès que j'avais bêtement partagé pour l'aider à structurer ses dettes. Tout bascula. J'étais ruiné. Pas financièrement, pas tout à fait. Le trust avait des verrous. Mais moralement. Élise, ma Élise, avait su. Elle l'avait su depuis le début. Dans une lettre froissée que je trouvais sous notre matelas, elle avouait « Victor m'a forcé ». Mais l'argent. C'était notre plan pour recommencer à zéro, loin de toi et de tes secrets bourgeois. Le secret, mon héritage. Elle l'avait deviné, fouillé mes papiers pendant que je dormais, et l'avait utilisé comme levier contre son frère. Et moi, j'avais gâché ma carrière pour les couvrir, portant le blâme de la falsification. Les flics me cueillirent à l'aube, menottes au poignet, pendant que Victor et Élise s'envolaient pour Lisbonne avec mon avenir en lambeaux. La prison de Fresnes fut mon initiation aux abysses. 6 mois de cellules humides, de repas fades comme la justice française, et de nuits hantées par le visage d'Élise. Victor, lui, négociait un non-lieu en dénonçant un complice imaginaire, moi, en l'occurrence. Il devint un héros médiatique, écrivant un livre sur la corruption des élites, qui se vendit à 50 000 exemplaires. Élise, elle posa pour Paris Match, la femme trahie par l'amour, avec des larmes de crocodile et un nouveau prétendant, un galeriste de la rive gauche. Quand je sortis, en janvier 2020, la France était en feu, gilets jaunes, grève contre la réforme des retraites. Paris puait la colère et les gaz lacrymogènes. Je me réfugiais dans un studio miteux de Belleville, entouré d'immigrés qui me regardaient comme un fantôme blanc. Le trust avait tenu, 2,8 millions restants, intacts. Mais l'argent ne rachète pas l'âme. Je commençais à planifier. Pas une vengeance vulgaire, non. Une œuvre française, lente, raffinée, imprégnée de l'amertume des vins de Bourgogne. D'abord, l'information. J'investis dans un réseau de détectives privés, des ombres du 93 qui fouillaient les bas-fonds numériques. Victor avait reconstruit sa vie. Cabinet florissant à la Défense, Élise à son bras lors des vernissages, un fils en route. Mais il y avait des fissures. Des dettes persistantes, un chantage discret d'un ancien client. Et un secret plus sombre. Pendant son exil portugais, Victor avait trempé dans un trafic d'art volé, des Picasso disparus de musées provinciaux, blanchis via des galeries madrilènes. Je frappais subtilement. Une fuite anonyme à Mediapart, l'avocat Duval et les ombres de l'art nazi. Les articles fusèrent, Victor jura son innocence, mais les sponsors se tarirent. Élise, enceinte, le quitta pour le galeriste, invoquant la tâche indélébile. Il me contacta alors, voix brisée au téléphone. « Alexandre ? C'est toi ? Aide-moi, comme avant. Pour l'amour d'Élise. » Je ris, un rire sec comme un croissant rassis. L'amour ? C'est un mot pour les faibles, Victor. Reviens à Paris. On parlera. Il vint, ce soir d'octobre pluvieux, dans un café obscur de la Bastille. Je l'attendais avec un verre de pastis et un dossier. Photo de ses liaisons avec des mafieux espagnols, enregistrement de ses aveux à Élise. « Pourquoi » murmura-t-il, visage blême sous la lumière jaunâtre. « Parce que tu m'as fait porter ton fardeau, » répondis-je. Et en France, on paie ses dettes avec du sang, pas des excuses. Il tenta de négocier, offrit de l'argent, le sien, volé. Je sortis le couteau, un laguiole hérité de mes grands-parents, lame affûtée comme la guillotine. Un geste net, dans l'arrière-salle. Son corps glissa au sol, gargouillant une prière inachevée. Mais ce n'était pas la fin. La police, corrompue ou incompétente, classa l'affaire en disparition volontaire. Élise, veuve éplorée, hérita de tout, et devint suspecte quand on trouva des traces de mes fonds sur son compte offshore. Elle me confronta, un soir dans un parc de Vincennes, son ventre arrondi comme une accusation. « Tu l'as tué, n'est-ce pas ? Pour nous punir. » Je la regardai, les feuilles mortes craquant sous nos pieds. « Non, Élise. Pour me libérer. Et toi ? Tu portes son enfant. Mon neveu, peut-être. » Elle pâlit, avouant le secret. Pendant nos nuits d'amour, Victor l'avait forcé à. Non. Le twist me frappa comme un coup de butoir. Élise s'effondra à genoux dans l'herbe humide de Vincennes, ses mains tremblantes pressées contre son ventre comme pour protéger ce qui n'était plus un secret, mais une abomination. C'était lui, Alex. Victor. Il m'a violée, des mois avant que tu ne le soupçonnes. L'enfant est sien, un monstre en gestation. Ces mots étaient un venin lent, distillé dans l'air froid de l'automne parisien, où les platanes perdaient leurs feuilles comme des aveux tardifs. Je la fixai, le monde vacillant autour de nous, les joggeurs indifférents, les corbeaux croassant au loin, et ce lac artificiel qui reflétait nos âmes tordues.
La trahison n'était plus seulement financière. Elle était charnelle, familiale, un inceste masqué par les voiles de la haute société française. Je l'aidai à se relever, par habitude ou par pitié. Qui sait? Nous marchâmes en silence jusqu'à un banc, face à la silhouette sombre du château, vestige des rois qui s'entretuaient pour des couronnes empoisonnées. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » murmurai-je, la voix rauque comme le râle d'un mourant. Elle essuya une larme, maquillage coulant en traînées noires. « Parce que tu étais mon salut, Alex. Le gentil héritier, le chevalier sans tache. Victor menaçait de tout révéler sur ton trust si je parlais. Il savait pour l'héritage, depuis le début. Élise et lui. C'était un pacte. Me vendre à lui pour qu'il te plume. » Le puzzle se recomposait, morcelé et laid. Victor n'était pas seulement un voleur. Il était un prédateur, un Icare qui volait trop près du soleil des secrets d'autrui. Et moi, j'avais porté son crime. En falsifiant ses rapports, j'avais couvert non seulement ses détournements, mais cette horreur intime. La police, lors de mon incarcération, avait soupçonné Élise de complicité, mais j'avais tout pris sur moi, déclarant que c'était mon idée, mon amour aveugle. « Garde le silence, et je te protège », m'avait-elle supplié alors. J'avais obéi, comme un chien fidèle à une maîtresse perfide. Maintenant, face à elle, la rage bouillonnait à nouveau, mais tempérée par une étrange compassion. L'enfant au ce fœtus maudit était innocent, non? Ou était-ce la continuation du poison du Val? « Que veux-tu, Élise » demandai-je enfin, brisant le silence comme on casse une croûte de baguette trop dure. Elle leva les yeux, verts comme l'absinthe qui noie les artistes. L'oubli. Et de l'argent pour élever ça loin d'ici. Portugal, peut-être. Ou Espagne. Loin des fantômes de Victor. Je ris, amer. L'oubli? En France, on enterre les corps, mais les âmes pourrissent à ciel ouvert. Pourtant, je payai. Un virement de 800 000 € du trust, assez pour qu'elle disparaisse. Elle partit une semaine plus tard, laissant une lettre. « Pardonne-moi, si tu peux. » L'amour était vrai, au début. Vrai, comme le camembert qui fond sous la croûte, révélant la moisissure. Seul à Paris, je sombris dans une routine UAM, matin au Père-Lachaise, errant parmi les tombes de Proust et de Chopin, cherchant l'inspiration dans la mort des génies. Le soir, je lisais des traités sur la vengeance, de Dumas à Zola, ces cathédrales de la rancune française. Mon plan mûrissait, non plus contre Élise, mais contre le système qui avait permis à Victor de prospérer. La haute société parisienne, ce serpent lové autour de l'Arc de Triomphe, était mon nouveau gibier. J'investis le reste de l'héritage dans une façade. Une petite galerie d'art à Saint-Germain, les ombres perdues, spécialisée dans les toiles volées à l'histoire. Mes détectives creusaient. Victor avait des complices. Un certain Laurent de Vigny, collectionneur véreux, descendant d'aristocrates qui avaient blanchi les Picasso via des ventes aux enchères truquées à Drouot. Laurent était l'ami de Victor, le parrain de leur réseau. Et il siégeait au conseil d'administration de ma vieille firme de conseil fiscal. La confrontation fut un ballet macabre. Je l'invitai à un vernissage, sous prétexte d'un tableau anonyme, un faux Modigliani que j'avais commandé à un faussaire de Montparnasse. La galerie bruissait de mondains, robe de Chanel, cigares cubains, rires qui masquaient les hypocrisies. Laurent arriva en smoking, bedonnant et suffisant, flanqué d'une jeune escorte qui minaudait. « Alexandre, mon vieux, la tôle t'a rendu artiste ?» ricana-t-il, serrant ma main comme un piège à loup. Nous passâmes à l'arrière-boutique, où le vin coulait, un Margaux 1982, année de naissance prometteuse. Je lui montrai le tableau, puis le dossier, email chiffré entre lui et Victor, photo de caisse d'art transitant par des ports normands. « Tu savais pour Élise » demandai-je, voix calme comme la mer avant la tempête. Il blêmit, mais contre-attaqua. « Et toi? Tu as porté le chapeau pour Duval. Un bon petit soldat. » La lame du Laguiole brilla sous la lampe. Pas de coup fatal, cette fois. Juste une entaille au visage, une cicatrice pour le marquer. « Raconte tout, » murmurai-je. « Ou la prochaine sera au cœur. » Il parla. Des noms, des dates, un réseau tentaculaire reliant le Quai d'Orsay à des galeries basques. En échange de son silence, le mien, plutôt, je le laissai partir, boitant dans la nuit. Mais j'envoyai les preuves à la brigade des fraudes artistiques. L'affaire éclata comme un pétard mouillé. Perquisition, arrestation. Laurent se suicida dans sa datcha de Deauville, pilule et whisky, laissant un mot, la France dévore ses enfants. Les journaux débattaient, vengeance ou justice. Était-ce moi, l'ombre derrière? Les soupçons planaient, mais rien de concret. Pourtant, le twist guettait. Élise revint, un soir de Noël 2021, alors que Paris scintillait de guirlandes hypocrites.
Elle toqua à ma porte, le ventre vide, avortement, murmura-t-elle, les yeux fuyants. Je ne pouvais pas porter son mal. Mais dans son sac, un dossier, des lettres de Victor, écrites avant sa mort, avouant non seulement l'abus, mais un autre secret. Moi. Mes grands-parents n'étaient pas morts dans un accident. Victor, jeune stagiaire au parquet, avait étouffé l'enquête. Collision provoquée par un camionneur ivre, mais payé par une vieille rancune familiale. Mes aïeux avaient ruiné le père de Victor dans les années 80, un vigneron ruiné par des litiges sur des terres bordelaises. La trahison remontait à des générations, un cycle de vin amer et de terres disputées. J'étais le fruit d'une malédiction. Et Victor? Il m'avait épousé dans la famille pour clore le cercle, ou l'ouvrir plus grand. Les lettres de Victor gisaient sur ma table basse, jaunies comme des pages de Victor Hugo oubliées dans une brocante de la porte de Vanves. Chaque mot était une lame. Alexandre, ton grand-père a volé nos vignes en 1983, falsifiant des actes notariés pour s'approprier les coteaux de Saint-Émilion. Père s'est pendu dans la cave, ivre de désespoir. J'ai attendu 20 ans pour rendre justice. Justice? C'était de la poésie noire, un drame racinien où les passions familiales se muent en tragédie nationale. Élise, assise en face de moi, sirotait un thé brûlant, ses doigts tremblants comme des feuilles d'automne. Il voulait te détruire pour venger son père. Mais moi, je t'aimais vraiment. Au début. Au début. Ces mots résonnaient comme un refrain moisi dans les brasseries enfumées de Pigalle. Je me levai, arpentant le studio exigu, les murs tapissés de croquis d'art volés que j'avais accumulés pour ma galerie. Dehors, la neige tombait enfin sur Paris, un manteau blanc sur les cicatrices de la ville. Et l'enfant? Demandai-je, la voix éraillée. Elle baissa les yeux. Un accident. Mais Victor. Il espérait que ça te lierait à nous, à jamais. Lié? Comme un nœud coulant autour d'un cou aristocratique. La nuit porta conseil, ou plutôt poison. Je passais des heures à fouiller les archives en ligne de la Bibliothèque nationale, croisant des articles jaunis sur le suicide du père de Victor. Un certain Henri Duval, vigneron obscur, ruiné par un litige foncier avec la famille Moreau, mon nom de naissance. Les pièces s'emboîtaient. Mon héritage n'était pas une bénédiction, mais le fruit d'un larcin ancestral, arrosé du sang d'un homme brisé. Et Victor, ce serpent, avait ourdi sa toile sur des décennies. Infiltré ma vie via Élise, notre rencontre hasardeuse au bistrot n'était qu'un appât. La vengeance, désormais, prenait une teinte shakespearienne, ou plutôt cornélienne, avec ses dilemmes d'honneur et de fureur. Était-ce Élise la victime, ou la complice consentante? Je la gardais près de moi ce Noël-là, dans une trêve fragile, dîner aux zincs du comptoir, promenade le long de la Seine gelée, où nous parlions de tout sauf de Victor. Elle avoua ses doutes, ses nuits d'insomnie hantées par les griffes de son frère. Il me battait, Alex. Pas physiquement, toujours, mais avec des mots, des promesses tordues. Je l'écoutais, le cœur un étau, me demandant si mon propre silence n'était pas une forme de violence. Mais la trêve vola en éclats au printemps 2022. Ma galerie prospérait, ironie du sort, exposant des œuvres récupérées qui attiraient les collectionneurs douteux. Parmi eux, un nouveau pion, le galeriste d'Élise, ce freluquet nommé Thibaut, un héritier de la mode qu'il avait de l'argent via des NFTs foireux. Il vint à un vernissage, Élise à son bras, riant trop fort à des blagues plates. Je les observais depuis l'ombre, un verre de cognac à la main, sentant la jalousie ronger comme l'acidité d'un cidre normand. Plus tard, dans les toilettes de la galerie, je le coinçai. Elle t'a dit pour Victor. Sifflai-je. Il ricana, cravate de soie défaite. Élise, une muse brisée. Mais son frère. Un génie. Il m'a filé des tuyaux sur l'art volé avant d'eux. Partir. Partir. Le mot me fit voir rouge. Thibaut savait pour le meurtre. Ou pire, y avait-il trempé? Une bagarre éclata, point nu, comme dans un roman de Zola, avec du sang sur les carreaux de faïence. Je le laissai sonner, mais pas mort. Pas encore. Disparaît, grognai-je. Où je raconte tout sur tes NFTs sales à la brigade financière. Il obéit, boitant hors de Paris. Élise me confronta le lendemain, furieuse. Tu le menaces? Après tout ce que j'ai subi. Nous hurlâmes dans la rue Mouffetard, sous les regards des fromagers indifférents. Tu portes encore son ombre, Élise. Victor te possède, même mort. Elle claqua la porte, mais revint 2 jours plus tard, en larmes. Thibaut m'a quitté. Il dit que tu es un psychopathe. Psychopathe. Le mot plana, accusateur, dans l'air chargé d'odeurs de camembert et de regrets. C'est alors que le passé ressurgit, plus vicieux qu'un rat des égouts. Une lettre anonyme glissa sous ma porte. Moreau,
ton grand-père a tué le mien. Le cycle continue. Rencontrons-nous où Élise paie. Signé, un Duval. Victor avait un demi-frère, illégitime, un certain Raoul, ombre du passé, concierge dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement. Il m'attendait dans un bar sordide de Barbès, visage buriné comme un terroir argileux. Henri était mon père aussi, crachatait-il, accent marseillais roulant comme un tonnerre. Victor voulait venger, mais moi, je veux la terre. Les vignes de Saint-Émilion. Rends-les, ou je balance tout, ton couteau, ton trust, Élise et son avortement. Négociation surréaliste, sous les néons clignotants. Raoul n'était pas un monstre, juste un survivant, marqué par la misère des banlieues. Il avait aidé Victor à falsifier les actes, en échange d'une part. Mais maintenant, orphelin de frères, il voulait clore le chapitre. Je promis, les vignes sont hypothéquées depuis des lustres. Mais l'argent, une part pour toi. Il accepta, méfiant, et disparut dans la nuit multiculturelle de Paris. Pourtant, la tension montait. Élise, enceinte à nouveau? Non, un rêve fiévreux. Mais les cauchemars venaient, Victor riant dans la cave familiale, vin coulant comme du sang. Je décidai d'agir, un voyage à Bordeaux, pour affronter les racines. Les châteaux du Médoc, ces forteresses de pierre et de mensonges, m'accueillirent sous un ciel de plomb. Je visitai la propriété Moreau, vendue depuis, maintenant un hôtel chic pour touristes japonais. Le notaire local, un vieillard ridé, confirma « Votre grand-père était un dur. » Litige sanglant avec Duval. Un mort, des terres volées. Sur le retour, l'accident, frein saboté sur la 10. La voiture dérapa, un arbre, le choc. Je survivis, amnésique partiellement, dans une chambre d'hôpital de Pessac. Quand je revins à moi, Élise était là, au chevet, murmurant « C'était Raoul. Il voulait te tester. » Test? Ou meurtre raté? La paranoïa s'installa, épaisse comme le brouillard girondin. L'hôpital de Pessac était un purgatoire aseptisé, avec des néons qui bourdonnent comme des guêpes enragées et des infirmières aux accents chantants qui me piquaient de calmants pour apaiser les fantômes. Élise veillait, ombre fidèle ou geôlière. Raoul t'a suivi jusqu'à Bordeaux, avoua-t-elle un matin, alors que le soleil filtrait à travers les volets, peignant des barreaux d'or sur le lin blanc. Il voulait te faire peur, pas te tuer. Mais Victor, il avait prévu ça, au cas où. Prévoyez. Victor, ce marionnettiste post-mortem, tirait encore les ficelles depuis sa tombe anonyme, ou était-ce une exagération, un délire de traumatisé crânien? Je sortis après 2 semaines, le crâne bandé comme un turban ridicule, et nous filâmes à Paris en train, ce TGV filant comme une veine ouverte sur la France rurale. Le voyage fut silencieux, ponctué par des regards volés et des silences lourds d'inavoués. À la gare d'Austerlitz, Raoul nous attendait, adossé à un pilier, casquette enfoncée sur un front buté. Pas de bol, hein, l'héritier? Grognatait-il, mais ses yeux trahissaient la peur, peur de moi ou de l'héritage Duval qu'il portait comme un boulet. Élise se raidit, mais je levai la main. Parlons. Pas de couteau, cette fois. Nous nous réfugions dans un bistrot anonyme près de la gare, avec des nappes à carreaux et un patron qui servait des chopes de bière tiède sans poser de questions. Raoul vida son sac. Victor avait un plan B, un testament caché chez un notaire de Lisbonne, léguant tout, dettes incluses, à lui, le demi-frère oublié. Mais il y a un codicile. Si tu meurs, les vignes reviennent aux Moreau. Pour clore le cycle, point. Cycle. Ce mot revenait, obsédant, comme un leitmotiv wagnérien dans un opéra parisien. Était-ce rédemption ou ultime trahison? Victor voulait-il que je survive pour souffrir ou pour expier? Je négociai avec Raoul, une part du trust, 500 000 €, pour qu'il disparaisse en Provence, loin des ombres bordelaises. Il accepta, signant un papier griffonné sur une serviette en papier, un contrat français, bancal et poétique. Mais en partant, il glissa. Élise sait plus que moi. Demande-lui pour l'avortement. Le poison s'insinua à nouveau. Ce soir-là, dans notre ancien appartement du Marais, qu'elle avait racheté avec mes dons, je la confrontai. L'enfant de Victor. Tu l'as gardé. Elle se figea, vinyle de Piaf tournant en boucle. Non, je te jure. Mais, il y en a un autre. Le twist me frappa comme un coup de Mistral. L'avortement était un mensonge. Elle avait accouché en secret, en Espagne, d'un fils prénommé Alexandre, en mon honneur tordu. Victor voulait que tu l'élèves, sans savoir, pour que le sang Moreau et Duval se mêlent dans ton ombre. Mon fils, ou le pion d'une vengeance dynastique. Je hurlai, brisant un vase de sèvres hérité, éclat bleu sur le parquet ciré. Élise pleura, supplia. C'est ton neveu,
ou ton enfant, peu importe. Prends-le ou laisse-nous. La nuit fut un tourbillon. Je fouillais ses affaires, trouvant des photos, un bébé aux yeux verts, mon portrait craché. Le doute me rongeait, paternité ou illusion. Un test ADN, commandé via un labo discret de la rue de Rome, confirma l'impensable, 99,9% de compatibilité. Victor m'avait volé non seulement l'argent, mais la filiation. Ou pire, en me faisant porter le chapeau, il m'avait lié à Élise par ce fruit maudit. La colère culmina. Je la giflai, premier geste de violence pure, et elle riposta, ongles enfoncés dans mon bras. Tu es comme lui, maintenant. Un monstre. Nous nous séparâmes dans le chaos. Elle partit avec l'enfant, direction Marseille, laissant un mot « Si tu veux venger, venge-toi de l'histoire, pas de moi ». Mais l'histoire, c'était Victor, et son réseau encore vivant. Je repris la traque, plus impitoyable. Ma galerie devint un piège, invitation à d'anciens clients de Victor, ces ombres du blanchiment. Un par un, je les coinçais, enregistrement, chantage, cicatrices discrètes. Un banquier de Neuilly se suicida après une promenade nocturne le long de la Marne. Une avocate du barreau disparue en Corse, rumeur de yacht coulé. La presse s'empara du fantôme de l'art, un justicier ou un serial killer. Débat enflammé sur CNews, vengeance légitime ou anarchie. Les lecteurs ou auditeurs se divisaient. Certains me voyaient comme un Robespierre moderne, purgeant les élites, d'autres un parricide fou. Moi, je naviguais dans le gris, buvant du pastis pur pour noyer les doutes. Et Raoul, il trahit, bien sûr. Appela la police, anonyme, sur mes activités. Une descente à la galerie, perquisition, menottes à nouveau. Mais le vrai chaos vint en été 2023, lors d'une exposition au Louvre Ironie suprême, un chef-d'œuvre récupéré. Élise y était, avec l'enfant, un garçon de 2 ans aux boucles châtain. Victor avait prévu ça, un contact dans la sécurité, un piège pour m'attirer. Au milieu des momies égyptiennes, Raoul surgit, couteau en main, le mien, volé. Pour père, cria-t-il, fonçant. Je l'esquivai, corps à corps dans les salles feutrées, éclat de verre brisé, alarme hurlant. L'enfant pleura, Élise hurla. Un coup de feu, gardien, et Raoul s'effondra, agonisant. Le cycle se brise, murmura-t-il. La foule paniqua, Paris bruissait de scandale. J'étais arrêté, mais Élise témoigna. Il m'a sauvé. Raoul était le fou. Libéré sous caution, je devins un paria glorieux. Interview dans Le Monde, l'héritier vengeur ou la victime d'une malédiction familiale. La libération fut un simulacre de liberté. Paris, en automne 2023, m'accueillit avec ses pluies incessantes et ses regards en coin, comme si j'étais le fantôme de Louis XVI errant les halles. Le trust, entamé par les avocats et les pots de vin, ne tenait plus que 1,5 million. Assez pour un exil discret, mais pas pour l'oubli. Élise et l'enfant, mon fils, ou le fantôme de Victor, s'étaient réfugiés dans une ferme provençale, près d'Aix, où les oliviers tordus murmuraient des secrets millénaires. Elle m'écrivait « Viens ». Pour lui. Pour nous recommencer. Recommencer? En France, les recommencements sont des illusions, comme les amours d'été à Biarritz. Je résistais d'abord, hanté par les débats qui enflammaient les cafés du quartier, Alexandre Moreau, héros ou assassin. Sur X, ancien Twitter, des trades interminables. Les uns me comparaient à Javert, traquant les Duval dans les bas-fonds, les autres à un Milady empoisonné par sa propre rancune. Un podcast viral, Vengeance française, disséquait l'affaire. A-t-il gâché sa vie pour un passé qui n'était pas sien? Oui et non. Le secret Chonju, cette filiation volée, m'avait transformé en un personnage de Maupassant, tourmenté par des spectres horlogers. Pourtant, le twist final guettait, vicieux comme un virage sur la corniche. En novembre, un notaire de Bordeaux m'appela. Le testament de Victor, exhumé après la mort de Raoul, contenait une clause finale. À Alexandre Moreau, je lègue la vérité. Tes grands-parents n'ont pas volé les vignes. Henri Duval s'est suicidé par orgueil, après avoir perdu un procès honnête. J'ai fabriqué le mensonge pour justifier ma haine. Prends les terres et pardonne, si tu peux. Fabriqué. Tout était un leurre, une toile d'araignée tissée pour me piéger dans la culpabilité. La révélation me frappa lors d'un dîner solitaire au Procope, berceau des Lumières, où Voltaire sirotait son café en complotant des révolutions. J'étais innocent? Non, j'avais tué, mutilé, pour un mensonge. Victor, ce maître des volte-face, avait gagné post-mortem. Me transformer en monstre, me faire porter non seulement ses crimes, mais les miens inventés. Élise, complice ou dupe?
Ces lettres prirent un ton suppliant. L'enfant à tes yeux. Viens, avant que la police ne referme le dossier. Je partis pour la Provence, train poussiéreux filant à travers les Cévennes, paysage de Garrigaride comme mon âme. La ferme était un havre, pierre ocre, champ de lavande fanée, et un enfant courant vers moi, criant « Papa !» d'une voix pure. Élise m'attendait sur le seuil, plus belle dans sa simplicité paysanne, tablier taché de terre. « Victor mentait sur tout », murmura-t-elle en m'embrassant. « L'enfant est tien, pas sien. J'ai menti pour te protéger, au début, pour que tu vives. » Le baiser fut un baume, mais empoisonné. Était-ce vrai? Ou une ultime manipulation? Nous passâmes des jours idylliques. Promenade dans les calanques, contes provençaux au coucher du soleil, vin rosé qui effaçait les cicatrices. Mais la nuit, les doutes revenaient. Un appel anonyme, voix déformée, le cycle n'est pas brisé. Victor avait un jumeau. Mensonge ou horreur finale? Le chaos trao éclata un soir de Mistral hurlant. Un homme frappa à la porte. Clone de Victor, très identique, costume impeccable. Frères jumeaux, séparés à la naissance. Il m'a tout raconté avant de mourir. Il brandit un dossier, preuve que l'enfant était bien de Victor, cloné par insémination forcée. Élise hurla, niant. Bagarre dans la cuisine, assiette brisée, enfant pleurant. Je saisis le laguiole, toujours là, et frappé, net, fatal. Le jumeau s'effondra, gargouillant. Tuait. Nous. La police arriva à l'aube, alertée par les voisins. Élise témoigna contre moi. Il a tué mon frère, et maintenant ça. Pour l'enfant. Trahison finale, ou survie. Au tribunal d'Aix, le procès fut un cirque. Médias en folie, débat sur la malédiction des Duval-Moreau. J'étais accusé de triple meurtre, mais le twist, le jumeau inventé? Non, réel, mais payé par Élise pour me tester. Elle avoua tout. Je voulais voir si tu m'aimais assez pour tuer encore. Le jury se divisa, coupable pour les uns, victime pour les autres. La sentence, perpétuité, mais commuée en 10 ans pour circonstances atténuantes familiales. Dans ma cellule de la santé, je ris, Victor avait gagné ou perdu. L'enfant grandit avec Élise, héritier d'un empire de mensonges. Et moi, je porte les crimes, comme toujours. Mais en France, la vengeance est une vendange, amère, éternelle, et parfois, juste un peu sucrée par le regret. Fin. Ou recommencement.